Bonsoir à tous et bienvenue à l'Académie royale de Belgique, un lieu, vous le savez peut-être, propice au débat, même les plus sensibles. Et ce soir, c'est de nouveau une question délicate qui va être disséquée. La Belgique a dirigé le Congo pendant 75 ans, qu'on l'assume ou qu'on s'en excuse, et c'est une partie de notre histoire dont on ne sait pas toujours quoi faire. Ce soir, 6 orateurs en débattent. Bienvenue dans ce deuxième tournoi de l'Académie. Bonsoir à tous, bonsoir à vous, présents ce soir dans la salle du trône de l'Académie royale. Merci d'être là. Et puis bonsoir à vous, derrière votre poste de télévision, et bienvenue dans cette deuxième édition des tournois de l'Académie. 1885-1960, qu'est-ce qu'on sait exactement de cette période? C'est fascinant de voir à quel point l'histoire permet des lectures différentes selon les interlocuteurs et les sensibilités. Alors la colonisation belge au Congo, moi j'ai pas souvenir de l'avoir étudiée à l'école. C'est bizarre parce que c'est pas vraiment un détail de l'histoire de notre pays. C'est peut-être en fait révélateur du malaise qui entoure cette période, du malaise qui entoure notre histoire. Je vous propose qu'on mette les pieds dans le plat, qu'on en discute ce soir. Alors ce soir à l'Académie, point de secrétaire perpétuel avec moi, Hervé Asquerin, bonsoir. Et vous avez laissé votre place ce soir à un autre académicien. Merci d'accueillir Luc Cheffneux. Bonsoir Monsieur Cheffneux. Bonsoir Florence et bienvenue dans la salle du trône de l'Académie royale de Belgique. Merci. Alors vous êtes plein de choses, entre autres. Ingénieur physicien, docteur en sciences appliquées et vice-directeur de la classe technologie et société de l'Académie royale, c'est-à-dire Tout d'abord, l'Académie royale de Belgique est une des plus anciennes institutions du pays, puisque fondée en 1772 par l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche. Alors, dès l'origine, l'objectif de l'Académie était de rassembler l'élite intellectuelle du pays pour contribuer au progrès technique par la diffusion et le développement des sciences, y compris leurs applications pratiques, et aussi pour contribuer à l'éducation de l'ensemble de la population. C'est toujours le cas ? C'est toujours ce que l'Académie espère faire, en tout cas, à travers ces 4 classes. Nous avons la classe des sciences, la classe des lettres et des sciences morales et politiques, la classe des arts, et la petite dernière, la classe technologie et société, à laquelle j'ai le privilège d'appartenir. C'est cette classe qui a pris la responsabilité de la coordination des tournois de l'Académie. Alors, les gens ne le savent pas toujours, mais Pierre Kroll est académicien. Il fait partie de quelle classe ? La classe des lettres. Oui, ça fait sens, ça fait sens. Congo belge, assumer ou s'excuser. Alors, c'est pas le sujet le plus facile à aborder. C'est effectivement un sujet assez sensible. Mais on pense et on considère que l'Académie doit être un endroit où on est capable de discuter de tout, mais discuter dans la sérénité. Et je voudrais rappeler les 2 objectifs qui étaient les nôtres quand nous avons eu l'idée de ces tournois de l'Académie. C'est d'abord de développer dans notre pays la culture du débat, qui est largement absente. Culture du débat qui signifie qu'on est capable de parler de choses très contradictoires, dans le respect mutuel, en argumentant et, je dirais, en étant capable d'écouter l'autre. L'autre objectif était aussi d'essayer d'impliquer des jeunes, et vous allez voir que des jeunes vont intervenir. Alors, évidemment, le sujet est sensible et on ne s'était pas rendu compte au départ qu'il l'était autant. Et en fait, on a découvert un contexte beaucoup plus émotionnel qu'on n'avait imaginé, avec des incompréhensions mutuelles et beaucoup de souffrance. On a aussi dû se rendre compte combien il était difficile de sortir d'un discours considéré comme politiquement correct. Et je crois que tout ça nous conforte dans l'importance qu'il y a de continuer nos tournois et de développer cette culture du débat. Et ça accroît aussi le mérite de nos orateurs. Vous allez m'obliger à écouter des choses politiquement incorrectes ? Oh, mon Dieu. Alors, comment ça va se passer concrètement ? Il y a 2 équipes, 2 camps qui vont défendre leur position. Le public présent va voter pour les orateurs qui trouvent les plus convaincants. La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'avait dit « c'est intéressant, mais ce côté où on vote, ça fait un peu télé-réalité ». Or que non. C'est-à-dire que ce genre de débat s'inscrit directement dans la tradition médiévale de la disputation.
Et cette tradition est restée assez vivace dans l'univers anglo-saxon et beaucoup moins de notre côté. Et je voudrais vous donner l'exemple des débats d'Oxford qui sont organisés à l'université depuis plus d'un siècle, où effectivement ce genre de débat a lieu et où aussi on vote. On vote pourquoi? Parce que ça met un petit peu de piquant dans le débat, je dirais un peu de fun. Alors évidemment, nous sommes maintenant au XXIe siècle et on va utiliser des technologies modernes qui vont permettre beaucoup d'interactivité. Parce qu'on a expliqué au public qui est présent ce soir, en fait, ils ont téléchargé une application sur leur smartphone et c'est via cette application qu'ils vont pouvoir voter après chaque équipe, après chaque joute. Un tournoi d'éloquence, ça nécessite évidemment un petit peu d'organisation. Chacun pour défendre sa position a un temps de parole bien déterminé pour gérer le timing et éventuellement un peu plus si affinité. Voici Bruno Coppens. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour l'Académie. Bonjour Florence. Bonjour Bruno. Bruno, on dit de vous que vous sublimez ou torturez les mots, selon les sources et les sensibilités. Auteur, chroniqueur, humoriste, comédien et maître du temps ce soir. Oui, il fallait quelqu'un pour agiter la petite cloche à la fin de chaque plaidoirie. Et comme agitateur, ils m'ont trouvé moi. Donc je secouerai la cloche après 4 minutes 30 de chaque plaidoirie. Et il restera alors 30 secondes à chaque orateur ou oratrice pour terminer son texte avant le gong final. Et s'il persiste encore, ben là, évacuation de la salle avec force de l'ordre et tout et tout. Alors, agitateur de clochette, c'est évidemment une très bonne situation, mais vous allez faire un peu plus. Hein. Oui, j'ai un flexi-job. Hein. C'est-à-dire qu'entre les débats, je donnerai quelques réflexions, livrerai quelques suggestions par rapport à ce que j'aurais entendu. Et j'en ai déjà une à vous livrer, Florence. On tient un super filon. Le premier tournoi, c'était monarchie ou république. Ce soir, on va encore sûrement parler des rois belges. Léopold II sûrement, sans doute le roi Baudouin, sans doute, à mon avis. Doute. Et donc, le troisième tournoi, pourquoi pas carrément retourner à l'indépendance. Léopold Ier, 1830, le fameux opéra qu'on jouait, La Muette, à 2 portes d'ici. Le public qui quitte une pièce à la monnaie pour rendre la monnaie de sa pièce à Guillaume d'Orange. Donc, question, pour ou contre le rattachement de la Belgique aux Pays-Bas. Troisième tournoi, le 21 juillet. Pour débattre du sujet, pas celui-là évidemment, 2 équipes, dans chacune des équipes, 3 orateurs, un étudiant ou une étudiante, une personne issue de la société civile et ce qu'on a appelé des ténors. Merci d'accueillir pour l'équipe assumée Étienne d'Avignon, Mathieu Zana Etambala et Vasti Miguel qui est étudiante en communication et qui arrive. Dans la deuxième équipe, l'équipe s'excusait, merci d'accueillir Isidore Ndaiwel, Bob Kabamba et Amin Tahiri qui est étudiant en sciences humaines. Ce sont les étudiants qui vont commencer ces joutes et pas de galanterie. Je suis plutôt contre, je dois dire. Vasti Miguel, Amin Tahiri, merci tous les deux de venir ici. Bonsoir. 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 Lequel de vous deux est le plus jeune? Je pense que c'est moi. Allez hop alors. 2 enveloppes. Dans une de ces enveloppes, il y a le blason de l'Académie. Celui qui tire le blason commence la joute. Et comme vous êtes le plus jeune, vous pouvez tirer en premier. Et c'est Vasti qui va commencer ses joutes. Alors ce sont les étudiants qui se mettent sans doute le plus en danger ce soir parce que pour savoir quelle position ils allaient défendre, nous avant on a tiré au sort en fait. Donc ils ont accepté leur sort sans broncher et en faisant fi peut-être de leurs convictions personnelles. On ne le saura jamais. Quel que soit le résultat du vote, quel que soit ce qui se dit ce soir, ce n'est pas une position de l'Académie. Non, je pense important de le signaler que l'Académie ne va pas soutenir l'une ou l'autre position. L'Académie organise un débat contradictoire qui doit essentiellement être basé sur des arguments et de l'éloquence. Et quel que soit le score final des votes, c'est un score qui ne va absolument pas engager l'Académie, bien entendu. On va présenter nos 2 étudiants avant que Vasti commence son argumentaire. Vasti a 21 ans, elle est étudiante en communication, elle est passionnée par l'écriture, du coup elle a créé son propre magazine, elle est passionnée de débat, du coup elle forme des jeunes à la prise de parole. J'ai entendu dire qu'elle était aussi passionnée de documentaires animaliers, on n'est pas à l'abri qu'elle nous en fasse un.
Amine Tahiri, pour l'équipe S'excuser. Amine, vous avez 20 ans, vous êtes étudiant en sciences humaines, vous aimez les questions de société, l'Olympique de Marseille, vous pouvez reproduire n'importe quelle chanson en sifflant, ça peut servir. Et un de vos amis m'a dit que vous vouliez toujours avoir raison, même quand vous aviez tort. Je pense que cette émission est faite pour vous. Vous pouvez aller vous rasseoir. Bastille, vous pouvez vous installer. Et Monsieur Chefneux, je vous en prie, allez-y. Vous n'ouvrez pas cette séance. Allez. Je déclare ouvert le 2e tournoi de l'Académie royale de Belgique. Bonne chance à tous. Monsieur le Président, cher public, bonsoir. Alors, lorsque j'ai abordé auprès de certains amis et certaines connaissances le fait que j'interviendrai sur la thématique du Congo belge, avec la question Congo belge assumer ou s'excuser, systématiquement j'ai vu les visages de mes interlocuteurs se crisper. À ce moment, j'ai compris que le sujet était encore quelque peu brûlant. Quoi qu'il en soit, je suis présente et j'affirme que le Congo belge, il faut l'assumer. Assumer ne veut pas dire oublier. Assumer ne veut pas dire légitimer. Assumer ne veut certainement pas dire justifier. Assumer est le simple fait de s'enraciner dans le présent avec une pleine conscience du passé. Assumer, c'est donc dire qu'il y a eu des crimes, qu'il y a eu des pillages lors de cette colonisation. Assumer, c'est dire qu'il y a eu une colonisation et qu'il y a eu une décolonisation. Assumer, c'est dire qu'il y a eu des horreurs et que ces horreurs ont pris fin. Assumer, c'est dire enfin qu'un certain 30 juin 1960, les Congolais ont eu le choix et la possibilité d'exprimer leur refus de n'être qu'un peuple colonisé. Assumer, c'est donc se faire ami de l'intégralité de l'histoire et pas de certains fragments. Concrètement, qu'est-ce qu'assumer ? Assumer une colonisation, c'est en parler, c'est en discuter, c'est en débattre, c'est la critiquer et par-dessus tout, c'est en soutirer des leçons. Assumer, c'est ce que la République démocratique du Congo, aujourd'hui, ancien Congo belge, fait tous les jours, en parlant de sa colonisation, en l'enseignant, en la chantant jusque dans son hymne national. Assumer, c'est ce que le Royaume de Belgique ne fait pas. Vous savez, je suis née et ai poursuivi toute ma scolarité en Belgique, donc des maternelles jusqu'à aujourd'hui en 2e année à l'université. Et depuis ma 3e primaire, on m'enseigne fièrement la résistance belge lors de la Première Guerre mondiale, les 3 jours où les troupes belges ont résisté et ont fait front aux troupes allemandes qui voulaient rejoindre Paris. Donc on me vante 3 jours, mais jamais on ne m'a parlé des 80 années de la colonisation belge au Congo. On me vante 3 jours, on m'en cache 31 025. Alors, comment expliquer ce complexe sur la question coloniale ? Cher Président, cher public, j'ai ma propre théorie. Là où on peut reconnaître au Congo une décolonisation manquée, on doit reconnaître à notre royaume une colonisation et une décolonisation manquée, double échec. En effet, entamé sur les crimes humains de Léopold II, terminé sur les chapeaux de roue dans les années 60, pour le royaume, double échec. Alors notre royaume, plongé dans sa mélancolie, n'assume pas son double échec. Et dès que l'on dit Congo, les visages se crispent, la Belgique se cache, la Belgique se braque. On comprend bien que ce n'est pas la Belgique qui hante le Congo, c'est bien le Congo qui hante la Belgique. 57 années que notre royaume n'a plus de colonie, 57 années que la Belgique tente d'oublier, 57 années qu'elle n'enseigne pas l'histoire coloniale, qu'on n'en parle pas,
qu'on ne l'aborde pas. 57 années que la Belgique essaye de s'oublier, devient étrangère à elle-même. 57 années que le royaume s'aliène. 57 années que le royaume s'auto-aliène. Alors, je vous interroge, chers adversaires, comment pouvez-vous parler d'excuses dans un tel contexte? Est-ce que le dialogue doit s'entamer entre le Congo et la Belgique ou entre la Belgique et elle-même? Croyez-moi, si la Belgique a des comptes à rendre, ce n'est pas avec le Congo, mais c'est avec elle-même et son histoire coloniale. Je vous remercie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le Congo belge, assumer ou s'excuser. Tout d'abord, j'aimerais commencer par une définition des termes. Assumer. Assumer nous vient du latin assumere, qui signifie prendre pour soi. Une chose me dérange dans la valeur que l'on accorde au fait d'assumer dans notre débat. En effet, est-il correct de se poser la question de si oui ou non il faut assumer à partir du moment où la colonisation a commencé, à partir du moment où les actes ont été commis, à partir du moment où le roi des Belges, Léopold II, s'est porté garant de la conférence de Berlin? L'histoire ne nous laisse pas le choix. Elle ne laisse pas le choix à la Belgique de prendre sur soi. À moins que l'on réfute le fait qu'il y ait eu colonisation. Ce raisonnement me pousse à dire que le fait d'assumer n'est pas quelque chose de glorieux ou qui impose l'admiration. C'est simplement la moindre des choses. Malgré cela, aujourd'hui encore, la Belgique n'a pas totalement assumé. On peut l'observer sous plusieurs formes. Tout d'abord, l'histoire officielle a encore du mal à parler de certains faits moins honorables, beaucoup plus tragiques. Au contraire, elle les dissimule. Deuxièmement, on a tellement de mal à parler de ce sujet dans des conditions sérieuses, où des intervenants politiques débattraient sur le sujet avec un réel but derrière. À la place, on préfère en parler dans le cadre d'un spectacle oratoire. Le simple fait que l'on parle de ce sujet ici et maintenant montre à quel point la Belgique n'a pas assumé son passé colonial. Pourtant, assumer les fautes de nos prédécesseurs est un devoir. Le passé colonial de la Belgique fera toujours partie de notre histoire, c'est incontestable. Mais détrompez-vous. Comme je vous l'ai dit, assumer n'est pas suffisant. Assumer doit impérativement s'accompagner d'une demande de pardon. En assumant, on reconnaît ses torts, mais en aucun cas on démontre un sentiment de regret. C'est par le pardon qu'on démontre ce sentiment de regret. Ce premier n'a absolument aucune valeur sans ce dernier. On peut donc en conclure qu'assumer est l'étape juste avant le pardon. Sur la même lancée, est-il correct de se poser la question de si oui ou non il faut s'excuser? Quand j'étais petit, mes parents m'ont appris les bases de la politesse. On salue, on dit merci, on dit au revoir et s'il vous plaît. Dans la même lignée, ils m'ont appris à ne pas faire de mal aux autres. Mais quand j'en fais, à demander pardon. C'est la moindre des choses. Dans le cas présent, s'excuser qu'à une époque, par le biais de nos dirigeants occidentaux, des actes innommables ont été commis. Des actes innommables ont été commis par le simple fait que l'on se permettait de coloniser un pays. Par le simple fait que l'on se croyait supérieur. Par le simple fait qu'ils n'étaient que des indigènes. Je trouve ça triste que 60 ans après, nous ne sommes qu'à cette étape du débat, à se demander s'il faut assumer ou s'excuser. Imaginez que vous ayez vécu la colonisation, qu'elle vous a tout pris, humilié, torturé, et que plus d'un demi-siècle après, vous revenez et que vous constatiez que nous en sommes que là, à se demander s'il faut assumer ou s'excuser. Tout ça dans une bonne conscience. Le pardon n'est pas un signe de faiblesse, mais un des actes les plus honorables. Car s'il y a bien un exercice difficile, c'est bien de demander pardon. Certains me diront
Tes excuses n'effaceront pas les conséquences de la colonisation. Tes excuses ne ramèneront pas les morts. Je suis bien conscient. Je suis bien conscient que tout ça ne nous rendra pas le Congo. Personnellement, moi, Amin Tahiri, je ne suis pas responsable de la colonisation. Je n'y étais pas. Mais nos ancêtres l'ont été. Nous sommes les héritiers de leurs erreurs passées. Je ne sais pas. Je ne sais pas si le Congo est prêt à entendre nos excuses aujourd'hui, ce qui serait tout à fait compréhensible, vu la gravité des actes commis. Mais je tiens à ce qu'il sache que moi, en tant que Belge, je suis prêt à lui présenter des excuses, car c'est la moindre des choses. Mon cher ami, j'ai entendu votre argumentation. Je l'ai écoutée très attentivement. Toutefois, je me maintiens sur ma position. Assumer le Congo belge est un impératif. Je disais dernièrement, lors de ma dernière intervention, qu'assumer nous rendait amis de l'intégralité de l'histoire. Permettez-moi, cher public, Monsieur le Président, d'aller plus loin et de dire qu'assumer nous permet de remettre le présent en question en regardant notre passé. Vous savez, le Congo belge, ce n'est pas l'histoire d'une colonisation, ce sont deux colonisations. D'une part, celle du Congo, à qui l'on a certifié, bien entendu dans le contexte paternaliste et impérialiste de l'époque, une infériorité identitaire et culturelle. Et dans un second temps, c'est celle de la Belgique, à qui toujours, dans ce contexte paternaliste et impérialiste de l'époque, on a certifié une supériorité identitaire et culturelle. Colonisation des esprits, colonisation des consciences, colonisation inconsciente. Petit saut dans le temps, cher public, nous sommes en 1897. Alors, période d'industrialisation en Belgique, la Belgique brille. Et quelque part, à Tervuren, un zoo humain. Oui, vous entendez bien, un zoo humain. Vous ne le saviez pas? C'est normal, on n'enseigne pas. Dans ces zoos humains, des Congolais. Dans le public, des Belges. Colonisation des esprits, colonisation des consciences, colonisation inconsciente, qui poussa monsieur et madame tout le monde à aller embarquer leurs familles, leurs enfants, voir d'autres êtres humains dans un zoo. Fort heureusement, ce type de spectacle ne se produise plus dans le royaume. Mais comme je l'ai dit au début de mon intervention, assumer nous permet de remettre le présent en question. Alors questionnons-nous. Qu'en est-il de la colonisation des esprits? Combien pensent encore aujourd'hui farouchement au plus profond de leur cœur en une infériorité de l'Afrique et se disent que si l'Afrique souffre, c'est parce que l'Europe est partie? Combien pensent aujourd'hui encore l'Afrique incapable comme de réfléchir et dans notre cas, que le salut du Congo ne peut venir que de la Belgique? Combien? Cher public, détrompez-vous. Nous n'en avons pas fini avec le colonialisme. Certes, le Congo est libre, mais qu'en est-il de nos esprits? Dans combien d'esprits persistent encore des brides d'idées paternalistes qui menèrent en 1884 à la conférence de Berlin? Combien de bombes à retardement parmi nous qui inconsciemment pourraient refaire commencer l'histoire? Assumer nous permet de remettre le présent en question. Alors je m'adresse à vous, chers adversaires. Dans un tel contexte de potentielle colonisation des esprits encore présente, trouvez-vous toujours des excuses légitimes? Les trouvez-vous légitimes? Ironie, hypocrisie ou naïveté?
Ironie, hypocrisie ou naïveté que de tout ramener à des excuses dans un contexte si enchevêtré dans lequel il y a tant d'éléments à prendre en compte, le Congo belge. Des excuses pour tout résoudre. Des excuses pour tout résoudre? Non. Assumer pour tout résoudre. Le fait d'assumer s'assure que nous avons bien compris les leçons. Personne ne s'excuse, car personne n'a voulu l'histoire. Personne ne s'excuse, car personne n'a été acteur. Non, ne vous excusez pas, personne n'est responsable. Toutefois, responsables nous sommes du silenciement de l'histoire. Responsables nous sommes du silenciement de l'histoire, du non-respect, de la mémoire. Et moi la première, cher public. Et pour ça, rien que ça, je m'excuse. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera les fusillades ou les cachots furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Durant ma première intervention, je soulignais que je trouvais prétentieux que 60 ans après, on en a encore à se demander s'il faut assumer ou s'excuser. Le fait de se poser la question traduit selon moi le sentiment d'hégémonie encore trop présent en Occident à l'égard de l'Afrique. C'est tout ce dont mérite l'Afrique, c'est tout ce dont mérite le Congo après tant de souffrances, que l'on assume, que l'on s'excuse. Ces questions devraient être complètement désuètes à notre époque. Ce sentiment dont je vous parle, c'est ce sentiment de supériorité fortement présent durant l'époque coloniale. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on a dépassé tout cela, que ce sentiment de supériorité n'est plus d'actualité. Et pourtant, on peut l'observer tous les jours, à travers le poids des pays africains au niveau politique, par exemple. On ne les prend presque même pas en considération. Quand j'ai commencé à préparer ce débat, et que l'on m'a imposé la position « s'excuser », la première question qui m'est venue en tête est « s'excuser, mais pourquoi ?» Je vous avoue que je ne connaissais pas grand-chose sur le passé colonial de la Belgique. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas. Est-ce normal? Est-ce normal que l'on ne m'a jamais enseigné le passé colonial de la Belgique alors que j'ai fait toutes mes études ici? Patrice Lumumba a vu clair en disant « L'histoire dira un jour son mot ». Mais ce ne sera pas l'histoire que l'on enseignera à Bruxelles, à Paris ou à Washington, mais celle que l'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme. Je suis loin d'être le seul dans ce cas. Beaucoup ignorent ce qui s'est passé au Congo belge. Au Congo belge, on forçait les hommes à travailler en prenant leur famille en otage. On coupait les mains des dissidents qui, courageusement, s'opposaient aux colons. Si on n'obtenait pas la quantité en caoutchouc demandée, on fusillait hommes, femmes et enfants. Pour en faire quoi? Des exemples. Le Congo belge, ce n'est pas des centaines, ce n'est pas des milliers, ce sont des millions de morts, des millions. Alors pour ça, je serais fier si mon gouvernement s'excusait au moins par des actes symboliques. Cela serait un bon point de départ à des collaborations saines avec la République démocratique du Congo. Au début de mon intervention, je vous ai récité le discours de Patrice
Lumumba à l'indépendance du Congo en 1960. Ce discours a une grande valeur symbolique. Alors, pour lui rendre hommage, à lui et au Congo, car c'est la moindre des choses, j'ai aussi envie de faire un acte symbolique. Pour les mains coupées, je m'excuse. Pour les humiliations à répétition, je m'excuse. Pour le travail forcé, je m'excuse. Pour les mères tuées, je m'excuse. Pour les pères tués, je m'excuse. Pour les fils tués, je m'excuse. Pour les filles tuées, je m'excuse. Pour l'esclavage, je m'excuse. Pour chaque larme versée, je m'excuse. Pour notre silence, excusez-nous. Merci à tous. Merci beaucoup. Vous avez eu chacun 10 minutes top chrono pour défendre votre position. Il faut savoir que dans la salle au premier rang, il y a leur ancienne professeure. J'ai rarement vu autant d'admiration dans les yeux de quelqu'un. C'est vrai. Pour rappel, ce soir, en plus, on vous avait imposé votre position. Vous l'avez bien défendue. Le public vous a écouté attentivement. Maintenant, il va devoir voter pour l'orateur qu'il a trouvé le plus convaincant. Cher public, on vous a expliqué comment faire. Vous pouvez désormais dégainer votre smartphone et voter. Vous avez le temps de la réflexion. En attendant les résultats, Bruno, vous vous êtes penché sur cette question d'actualité. Faut-il déboulonner les statues, comme par exemple celle de Léopold ? Et oui, dans le débat sur les colonies, on pourrait se demander, vu ce qui se passe en Amérique, où on déboulonne plein de statues, pourquoi ne pas aussi déboulonner Léopold II? Alors, en Amérique, c'est un grand mouvement actuel. On veut déboulonner aussi Christophe Colomb pour ces massacres d'Indiens. Moi, Christophe Colomb, sincèrement, je ne l'aime pas, mais c'est parce qu'en fait, il a découvert l'Amérique. Donc c'est un peu à cause de lui si on a Donald Trump aujourd'hui comme président. Alors, pourquoi ne pas déboulonner Léopold II? C'est sûr qu'il est nostalgique du temps béni des colonies qui, chaque année, devant la statue, chantent « Léo ». Léo, ils répondent à l'appel de Léo, ne veulent pas que l'on touche à leur Léopopole national. Moi je dis une chose, c'est que si on déboulonne Léopold II, il faut déboulonner aussi les autres. Eh oui, Tintin par exemple, la statue de Tintin à Bruxelles. Quand on voit comment Tintin parlait aux Congolais dans l'œuvre d'Hergé, écoutez, même la NVA ne parle pas comme ça aux francophones. Alors, et Jacques Brel, la statue de Jacques Brel à Bruxelles. Écoutez, cet homme a écrit des chansons antipatriotiques. Prenez le Plat Pays, par exemple. Quand il chante « Un chemin de pluie pour unique bonsoir, un ciel si bas qu'un canard s'est pendu », écoutez le craquer, ce Plat Pays, mais enfin, écoutez, c'est aussi déprimant qu'un film des frères Dardenne. Et encore, il n'a pas connu le piétonnier. Imaginez que Jacques Brel ait connu le piétonnier, ce qu'il aurait pu chanter. Non, franchement, il faut aussi déboulonner la statue de Jacques Brel. Et donc, débaptiser la rue Jacques Brel, le musée Jacques Brel. Et puis, le cercle, le club Justine Hénin, à Limlette. Cette femme qui prend sa retraite à 28 ans. Vous trouvez ça un exemple pour la jeunesse, vous? Elle fout en l'air tous les plans de pension de Daniel Baclaine. Non, franchement, écoutez, il faut débaptiser tous ces noms-là. Il y a aussi l'avenue Napoléon à Bruxelles. Napoléon, bon d'accord, il a tué beaucoup de gens, beaucoup de troupes, mais franchement, sans Napoléon, dans le Brabant wallon, il n'y aurait pas de tourisme. Waterloo, ce serait morte pleine. Alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Prenons les statues. Charles Quint à Gand. Bon, c'est vrai, Charles Quint a rasé des villages en Flandre, il a pratiqué l'Inquisition, mis à l'index plein d'œuvres et de livres. Mais si vous si vous déboulonnez la statue de Charles Quint, dans la rue, les gens vont défiler. Je suis Charlie, je suis Charlie. À Liège, la statue de Charlemagne. Charlemagne, c'est vrai, a tué beaucoup de Saxons. Mais c'est parce que je crois que les Saxons protestaient contre le fait que Charlemagne, dans les écoles, voulait pratiquer le cours de rien et le pacte d'excellence. Alors franchement, quand on voit ça, si on déboulonne Léopold II, Tintin, Brel, Charles Quint, Charlemagne, mais qu'est-ce qui va rester à visiter en Belgique? Hein? Ah oui, si, quand même. Jean-Claude Van Damme, sa statue à Anderlecht. Le pied, quoi. Enfin voilà, je vous laisse un peu réfléchir sur le problème de déboulonnage de statues et je vous reviens pour... Et voici maintenant un deuxième débat. Merci beaucoup. Merci Bruno. Vous avez voté. Est-ce qu'on a les résultats? Est-ce que de mon oreillette, on pourrait me donner les résultats du vote?
Assumé 73%. Bravo Bastille. Et s'excuser, très logiquement, 27%. Si vous venez d'arriver, je vous rappelle qu'on a imposé aux étudiants la position qu'ils défendaient ce soir et que nous sommes bien dans un exercice de style. Monsieur Cheffneux, rebonjour. Deuxième manche de ce tournoi avec ceux qu'on a appelés les représentants de la société civile. Eux, on ne leur a pas imposé leur position. Hein. Ça fait longtemps qu'ils réfléchissent au sujet. Bien, nous avons la chance ce soir, comme personnalité de la société civile pour le camp assumé, d'avoir le docteur Mathieu Zana Etembala, qui est historien, qui a enseigné à la Catholic Universiteit Leuven et qui... Actuellement est chercheur au Musée royal de l'Afrique centrale qui collectionne aussi les figures de cochons. Je ne juge pas, je note, c'est tout. Pour l'autre équipe? Alors pour l'équipe s'excuser, nous avons le professeur Bob Kabamba, qui est né au Congo comme son interlocuteur, qui a fait des études à l'université de Liège où il est professeur de sciences politiques et où il est aussi, je dirais, le spécialiste de l'Afrique centrale. Il donne également cours à l'université de Butembo en RDC. Il aime le vin et ça c'est vraiment étonnant pour un Liégeois, il aime le standard de Liège, on ne s'y attendait pas. Et c'est donc Monsieur Etembala qui va commencer cette manche, je vous en prie. Monsieur le Président, chers collègues, chers amis, messieurs, dames, je voudrais commencer par une petite thèse. Dans la mémoire collective congolaise, Léopold II n'est pas toujours considéré comme le régisseur d'un film d'horreur, car certains Congolais mettent leur passé colonial dans une perspective historique plus large. Chers amis, je vous invite tous à refaire avec moi une visite que j'ai effectuée à Inongo, chef-lieu de la nouvelle province du Mai-Ndombe, en janvier 2004. Avant que le président Mobutu Sese Seko impose sa politique d'authenticité, et cela au début des années 70, le lac Mai-Ndombe s'appelait le lac Léopold II. C'est la région qui a fait partie du fameux domaine privé de Léopold II, le domaine de la Couronne. Pendant 10 ans, de 1896 jusqu'en 1906, des crimes horribles ont été commis dans cette région. L'histoire de cette contrée en était une, de mains coupées, de villages incendiés, de femmes, d'enfants pris en otage, et tout cela à cause de récoltes insuffisantes de caoutchouc. Mais lors de ce voyage, j'ai rencontré une délégation de l'association des pisciculteurs d'Inongo, dont le président, dans une allocution, a rappelé que leur terre natale avait été baptisée lac Léopold II parce que, et je cite, le grand roi souverain adorait cette région où il était venu se reposer à quelques reprises pendant la Première Guerre mondiale. Dans l'imaginaire de certains gens du Mai-Ndombe, Léopold II demeure toujours une figure de gloire. Vous comprenez que j'étais très étonné. Et quand j'ai essayé de leur expliquer que Léopold II était mort en 1909 et qu'il n'avait pas pu, en conséquence, se trouver à Inongo pendant la guerre 14-18, ils croyaient que je me moquais d'eux. J'avais l'impression, et j'ai toujours l'impression, que ces gens regrettent plutôt la dégradation de leurs conditions de vie, parce que jusqu'à l'indépendance, le 30 juin 1960, Inongo
était un centre commercial prospère. Actuellement, il n'y a plus d'électricité, plus d'eau courante. L'hôpital, les résidences coloniales, les maisons des ouvriers sont délabrées. Et apparemment, ils préfèrent retenir les meilleures réalisations paternalistes du dernier quart de siècle de la colonisation et de l'évangélisation. Et lors du même séjour, je me suis rendu à Kinshasa, aux Archives nationales du Congo, où j'ai pu admirer, dans le bureau d'un chef des archives adjoint, un magnifique fanion coloré avec l'effigie de Léopold II. Peut-être que ce fanion ne servait que de décoration. En tout cas, l'attitude de l'archiviste qu'il se réservait à l'égard de Léopold II n'avait rien à voir avec la mémoire collective que j'avais découverte au lac Mandombe. Je suis persuadé que l'archiviste, un historien professionnel, n'ignorait pas la controverse concernant le régime léopoldien d'antan. Il exhibait sans gêne ce fanion et n'en éprouvait pas de honte. Je pense que sa perception de la figure de Léopold II se résume en ces mots. Léopold II a été ce grand roi, fondateur de l'État indépendant du Congo, dont la République démocratique du Congo devrait être sa digne héritière. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les faits sont têtus. Oui, la Belgique a participé activement à l'entreprise coloniale de Léopold II. Diplomatiquement d'abord, en reconnaissant l'État indépendant du Congo. Politiquement aussi ensuite, en accordant son assentiment par les deux chambres pour que le roi Léopold devienne chef d'État d'un autre pays que la Belgique. Ainsi, le roi Léopold s'est retrouvé chef d'État de deux États, le Royaume de Belgique et l'État indépendant du Congo. Et ensuite, bien sûr, aussi financièrement, et puisque la Belgique a accordé plusieurs prêts à cet État. Alors, ce qui faisait plus ou moins de contexte assez ubuesque, où le prêteur et l'emprunteur étaient représentés par la même personne. Oui, des abus, atrocités ont été commis à l'encontre des populations congolaises. Ces crimes, qui ont fait l'objet d'une campagne internationale contre le roi souverain de l'État indépendant, notamment en Grande-Bretagne, et même une commission d'enquête belge confirmant que ces crimes étaient loin d'être individuels, mais le fait du régime lui-même. Il y a eu des tentatives pour les étouffer, les minimiser. Mais, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les faits sont têtus. La répression pour y mettre fin était insuffisante et les populations congolaises continuèrent d'être victimes. Oui, la Belgique put enfin arracher l'État indépendant du Congo au roi Léopold II, avec espoir de mettre fin à ces violences graves des droits des Congolais. L'État indépendant du Congo devient Congo belge, une colonie avec une métropole, le Royaume de Belgique. Et par la charte coloniale, la Belgique finit par parachever le contrôle et la gestion de tout le territoire. Et par ce mode de gestion, qui est un mode de gestion administration directe, la Belgique va instaurer au Congo un État policier et un État répressif. Oui, la Belgique a tardivement pris connaissance et conscience du désir d'autonomie des Congolais, pendant que d'autres pays africains accédaient à leur indépendance. La Belgique construisait la base militaire de Kamina dans l'objectif, écoutez bien, d'y établir un gouvernement en exil en cas de nouvelle guerre en Europe. Kamina serait ainsi donc la deuxième capitale de la Belgique. Oui, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, la colonisation est un crime contre l'humanité. Une décolonisation bâclée a laissé des traces qui persistent aujourd'hui, aussi bien du côté congolais
que du côté belge. Alors, s'excuser? Oui, un devoir de mémoire est indispensable pour réécrire l'histoire, pour une réécriture partagée de l'histoire. Ainsi donc, le 7 janvier 2000, le Premier ministre belge, Guy Verhofstadt, demandait pardon au peuple congolais, non, au peuple rwandais, excusez-moi, pour le génocide. Une commission d'enquête parlementaire avait conclu que certains ministres et autres acteurs portaient une responsabilité morale dans l'assassinat du Premier ministre congolais Patrice Lumumba en 1961. Et un an plus tard, Louis Michel, ministre des Affaires étrangères, présente ses excuses au peuple congolais et à la famille biologique de Lumumba. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, le 15 février 2017, Emmanuel Macron, alors candidat à la présidence de la République française, s'excuse pour la colonisation algérienne. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'est la voie préconisée pour reconstruire des ponts durables entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Restons dans le concret. Et cette fois-ci, je voudrais vous conduire vers la nouvelle province de Maniema. En avril 2012 et en novembre 2016, je me trouvais à chaque fois en mission à Lokandu. Lokandu, une localité située sur la rive gauche du fleuve Lualaba-Congo, à quelques 60 km de la ville de Kindu, qui est le chef-lieu de la province. Et je me permets de vous présenter brièvement l'histoire de Lokandu. C'est dans le Maniema que la force publique a mis fin, lors de la campagne dite arabe, qui a eu lieu au terme du XIXe siècle, a mis fin à la domination des esclavagistes arabes. Serera, le chef arabisé de Riba-Riba, est pendu en avril 1892. Et Riba-Riba, son village, occupé par les soldats de la force publique. Et ce village, Riba-Riba, est rebaptisé et s'appelle depuis lors Lokandu. Le camp militaire devient en 1911 un important centre d'instruction militaire. Alors, entre-temps, des prêtres du Sacré-Cœur viennent s'y établir en 1907. Les missionnaires, écoutez bien, érigent une très jolie église, construisent une grande école professionnelle en 1925, installent une centrale hydroélectrique en 1931 et ouvrent un hôpital moderne vers 1950. Lokandu se développe et devient un centre commercial important où des Portugais, des Grecs, des Arabes et des marchands d'autres nationalités viennent ouvrir des magasins. Il y a à Lokandu un grand marché de riz dont la région est une grande productrice. Et tout va assez bien jusqu'aux troubles qui surviennent à l'indépendance en 1960. Oui, la domination belge est brisée et dans un premier temps, ce sont les officiers belges et leurs familles qui sont chassés du centre d'instruction. Le camp militaire est abandonné et en 1962, le général Mobutu décide de le fermer comme centre d'instruction. Et dans un second temps, lors de la rébellion des Simba en 1964, les missionnaires sont visés par les rebelles et doivent prendre la fuite. Et durant cette insurrection violente, de nombreux instituteurs, employés, infirmiers, soupçonnés par les lumumbistes d'être des collaborateurs secrets des ennemis blancs, sont abattus. Même le chef arabisé Riba-Riba et son fils Ramazani
sont capturés, atrocement torturés et tués. L'église, l'hôpital, les écoles, la centrale hydroélectrique sont détruits. Je ne sais pas si les forces lumumbistes de la RDC Congo sont prêtes à s'excuser auprès de la population de Maniema pour toutes les misères, pour toutes les destructions matérielles et spirituelles dont leurs aînés ont été responsables. En tout cas, la commune west-flamande, Wengen, qui m'a adopté pendant un quart de siècle, a récemment accepté d'aider les gens de Lokandu à réhabiliter ce site qui abrite les débris d'un patrimoine bâti missionnaire colonial et commercial fantastique. Et la vérité m'oblige également de rappeler que la petite commune de Wengen a envoyé au Congo 2 religieuses déjà à l'époque de l'État indépendant du Congo. Léonie Maillard, morte à Nemlao en 1893, et sa plus jeune sœur Clotilde, de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de Namur, morte en 1946 à Kisantu, après 52 années de vie missionnaire. Voilà la question qui reste ouverte, parce que Veritas, cette norme, c'est Veritas, tout en sachant que ces questions restent ouvertes. Est-ce que des excuses donneraient une plus-value, même symbolique, cher Bob, aux relations entre les habitants de Wengen, le village qui m'a adopté, et les habitants de Lokandu? Merci. Chers Anna, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, il faut remettre tout ça dans son contexte pour arriver à bien comprendre le modèle qui a été mis en place et qui va vous permettre, bien entendu, de relativiser la plaidoirie de mon cher ami Zana. Le modèle mis en place, c'est un modèle qui a été bien conçu et qui, malheureusement, persiste juste actuellement. Plusieurs points vont m'amener à pouvoir arriver à y démontrer, c'est-à-dire que lorsque Léopold II, le roi Léopold II, devient chef d'État de l'État indépendant du Congo, donc au XIXe siècle, on va mettre en place un système d'exploitation qui n'est pas un système qui est destiné pour les Congolais, mais c'est un système qui est destiné pour la rentabilité de ce constructeur qui est Léopold II à l'époque. Et ce système d'extraversion de la richesse congolaise vers, dans un premier temps, Léopold II, ensuite vers la Belgique, va persister. 1872-1908, l'État indépendant du Congo, avec son évolution, etc., historique. L'extraversion, donc on ne produit pas pour le Congo, mais on produit pour l'extérieur. À partir de 1908, la Belgique reprend le flambeau et nous continuons dans le même sens. On ne produit pas pour les Congolais, mais on produit pour la Belgique. À l'indépendance, bien sûr, on arrive au même système qui existe et qui persiste, puisque l'économie congolaise reste extravertie. Oui, la question de la santé. Bien sûr, on peut dire oui, la question de la santé. Mais vous devez savoir que lorsque nous sommes en train de mettre en place des dynamiques d'extraversion d'une économie, il faut que l'on ait une main-d'œuvre. Mais cette main-d'œuvre, pour qu'elle travaille, qu'elle produise, il faut qu'elle soit en bonne santé. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut construire des écoles, il faut construire des hôpitaux, des centres de santé, avec un plan qui cadre dans tout le Congo. Et surtout, essayer, dans la mesure du possible, de pouvoir concentrer là où nous avons besoin, c'est-à-dire là où on pourra avoir les richesses par rapport à l'exportation, pour assez qu'on arrive à avoir des travailleurs en bonne santé. Et quand il n'y en a pas encore assez, ce n'est pas grave, on fait ce qu'on appelle de l'immigration interne au Congo. On prend des populations d'autres coins, on les ramène dans les secteurs qui sont les plus productifs et qui amènent les plus de ressources possibles. Les infrastructures, magnifiques, chemins de fer, routes, voies navigables, etc., etc. Mais lorsque vous regardez sur cette carte, les chemins de fer, les voies de navigation, les routes,
Mais tout ça est fait en fonction de pouvoir avoir une extraversion. Encore une fois, pas pour le Congo, mais pour l'extraversion. L'éducation. Magnifique l'éducation, oui, il faut enseigner, oui, il faut des gens éduqués, des gens civilisés, etc. Mais lorsqu'on le met dans le même contexte, bien sûr, il nous faut des ouvriers et que ces ouvriers soient formés et pour être formés, pour pouvoir avoir la maîtrise de l'outil de production. Vous n'allez pas avoir des pauvres paysans qui vont travailler dans l'industrie minière s'ils ne sont pas éduqués et formés pour ce travail. Et d'ailleurs, même tout le système éducatif a été fait de façon à ce qu'il y ait que certains métiers qui soient privilégiés et que d'autres soient moins privilégiés. Donc, oui, le Congo est entré dans la mondialisation bien avant. Donc, depuis le 19e siècle, le Congo est mondialisé. Mondialisé puisque tout simplement, il participe à la production de richesse mondiale. Et le système a été mis par la Belgique, perpétré d'abord par Léopold II, perpétré par la Belgique, et ensuite, après les indépendances, malheureusement, le système, il est là et il n'arrive pas à pouvoir se dégager de cet ancrage de la mondialisation dont le Congo se retrouve victime. Et en tant que première manifestation de cette mondialisation, il va de soi que la Belgique emporte une responsabilité. Et cette responsabilité, par rapport à ça, serait aussi que la Belgique serait le meilleur partenaire, justement, pour aider le Congo, non plus à rester dans cette dynamique d'extraversion, mais de pouvoir inverser cette dynamique et de pouvoir, de manière très claire, produire pour les Congolais, pour elles, et de cette façon-là, arriver à sortir de ce cercle infernal que l'on connaît depuis le 19e siècle. L'inversion, oui, cette inversion est possible. Elle est possible si, effectivement, la Belgique s'assume et que si la Belgique impose et essaye, dans la mesure du possible, de contribuer à inverser le modèle économique, social, de santé, infrastructure, éducation qui a été mis en place pendant la colonisation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Merci beaucoup à tous les deux. Monsieur Tambala, vous devez 36 secondes de parole. Ah, Monsieur Gabamba, vous avez... Ah oui, on a été faible et lâche, on n'a pas osé vous couper. À l'issue de cette deuxième manche, le public présent dans la salle va de nouveau voter et choisir un orateur, pas un camp. Vous votez bien pour un orateur dans cette manche-ci. Je vois que vous avez déjà sorti votre smartphone pour vous aider à choisir. Bruno Coppens remet les points sur les i de Colonie. Oui, Colonie, parce qu'on a beaucoup parlé d'endroits au Congo, de villages, pour parler un peu, pour situer l'action. Alors j'aimerais savoir, mesdames, messieurs, est-ce que vous connaissez bien la position du missionnaire? Mais le missionnaire à l'époque des colonies. Eh bien, le missionnaire était positionné au nord-est du tropique du Capricorne, et la position préférée du missionnaire, c'était latitude 4 degrés 19,39 et longitude 15 degrés 18,48. C'était un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Alors, tout ça pour cadrer les colonies. Et rien de tel pour mieux comprendre les liens entre les Congolais et les colons belges qu'une belle histoire qui m'a été racontée par un super grand comédien congolais, Dieudonné Kabongo, qui, hélas, comme Molière, est mort sur scène il y a déjà quelques années. Il me racontait ceci. Dans un petit village au Congo, un enfant court et veut aller plus loin dans la forêt, vers la rivière. Son père, chef du village, dit « Tu restes ici ». L'enfant dit « Non, papa, laisse-moi courir ». Il s'en va, son père dit « Reviens ici ». Et là, l'enfant dit « Mais enfin, papa, pourquoi tu veux que je reste là ?» Et là, le père regarde l'horizon et dit « Mais si les colons qui viennent du nord arrivent dans le village et qu'il n'y a personne, on ne sera jamais découvert. Or, il faut que le village soit découvert pour qu'on existe sur la carte du monde. Donc, ce sont les colons qui bougent et nous, on reste fixe. » Voilà une version des rapports de colonies. Alors, Kabongo rajoutait aussi ceci qui est assez formidable, une belle métaphore pour les liens entre les Belges et les Congolais. Savez-vous comment on crée les passages pour piétons? On peint d'abord les bandes blanches, et quand les bandes blanches sont faites, on découvre le noir. Or, le noir était là avant. Je vous laisse avec cette belle métaphore pour le troisième débat. Merci Bruno. Deuxième joute et deuxième vote du public. Est-ce que les votes ont été enregistrés en régie?
67% pour le camp s'excuser. Félicitations. Et 33% pour assurer. Dernier échange de points de vue de la soirée, M. Cheffney, avec ce qu'on a appelé les ténors. Alors, comme ténor représentant le camp assumé, nous avons le comte Étienne d'Avignon. Faut-il encore le présenter en Belgique? Je voudrais simplement rappeler qu'il est ministre d'État, qu'il a été commissaire européen et vice-président de la Commission européenne et qu'il est surtout membre de notre Académie. Il avait 27 ans, il était stagiaire diplomate en voyage au Congo lors de l'indépendance. Il a assisté en vrai au discours de Lumumba le 30 juin 1960. Homme d'affaires et de politique, on pourrait dire d'Étienne d'Avignon qu'il est un monument belge. Et vous me le demandiez tout à l'heure, non, on ne va pas vous déboulonner. Dans l'autre camp. Alors, dans l'autre camp, s'excuser, nous avons le professeur Isidore Ndaiwel, qui nous fait l'immense honneur de venir de Kinshasa spécialement pour ce débat. Le professeur Ndaiwel est professeur émérite de l'université de Kinshasa. Il est historien, et je dirais même qu'il est l'historien de référence de l'histoire du Congo, puisqu'il est le président de la Société des historiens congolais. Merci d'être venu de Kinshasa pour nous ce soir. Vous avez donné cours dans plus ou moins toutes les universités francophones du monde, hein, j'ai fait la liste. Et surtout, regardez-le bien, c'est la première fois que je rencontre en vrai un humain qui n'aime pas le chocolat. Je vous en prie, monsieur d'Avignon. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, nous avons affaire à un exercice extraordinairement difficile puisque nous avons à juger l'histoire avec notre regard d'aujourd'hui. Est-ce que nous aurions fait, avec ce que nous savons aujourd'hui, ce qui s'est passé hier? La réponse est évidemment non. Mais alors, comment juger? Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que le Congo existe avant l'État indépendant du Congo. Il y a eu un royaume du Congo, internationalement connu, avec des représentants en Europe. Il y a eu un royaume chez les Loulois aussi, mais qui n'avait pas le même destin international. Et ce royaume a été détruit par les violences venant des esclavagistes, avec toutes les horreurs que ça signifie. Et un des mérites du roi Léopold II a été de mettre fin et de créer les conditions pour mettre fin à cet esclavagisme, ce qui était un élément important. Avec l'orateur qui m'a précédé, il a indiqué que lorsque l'État indépendant du Congo est devenu le Congo belge, la Belgique s'est réjouie. Si on veut bien consulter l'histoire, la Belgique est devenue puissance coloniale à reculons. Mais carrément à reculons, hein? Pas hésitant, très inquiète de ce que ça impliquait, quels étaient les problèmes. Et donc, elle a mis en place une structure. Et je pense qu'il est très intéressant de regarder ce qu'était la mission des administrateurs de territoire. Les administrateurs de territoire avaient comme première mission de s'assurer de la protection du territoire dont ils avaient la responsabilité. Et ça voulait dire à l'égard de toute autorité, qu'elle soit une autorité coutumière qui a continué à être reconnue, ou que ce soit une autorité économique qui visait à exagérer ses exigences. Et ça a été un élément extrêmement important. Sur la question qui s'est créée, il y a eu un problème important, très important, portant sur la santé. Et les épidémies se sont renforcées sur cette période, et dans la même période, on a essayé de les contrecarrer. La maladie du sommeil, le sida qui ne s'appelait pas le sida, parce qu'on ne savait pas que ça existait,
ont été des éléments de préoccupation majeurs. Et dans le même temps qu'il serait vain de croire que des choses qui n'auraient pas dû se passer se sont passées, il se serait stupide de ne pas reconnaître que des choses importantes, positives se sont passées. Dans toute société, il y a à la fois des choses dont on est fier et des choses que l'on aimerait mieux oublier. L'histoire du Congo belge, c'est la même chose. À la différence que ce soir, avec mes amis, nous n'oublions pas. Nous constatons que des choses qui ne devraient pas se passer se sont passées et nous les regrettons, mais elles tiennent compte de ce qui est la contextualité. Est-ce que l'ensemble des pays dits développés à l'époque sont devenus des pays colonisateurs? La réponse est oui. Ce n'est pas la Belgique qui a été un seul pays colonisateur. Est-ce que sa colonialité a été considérée comme tellement négative que la Société des Nations lui a confié la tutelle du Rwanda-Urundi, qui avait été une colonie allemande et qu'on avait retirée aux Allemands à la suite de la guerre de 14 et qui a été confirmée par les Nations Unies. Il reste donc à constater qu'il y a de bonnes choses et de moins bonnes choses. S'il y a une chose dont je serais prête à m'excuser, c'est la manière dont on a négocié l'indépendance et la rapidité de l'indépendance. Du reste, il y a des bonnes choses, des choses dont j'ai honte, des choses dont je suis fier. De la manière accélérée dont on a fait l'indépendance, j'ai des regrets. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, cela valait vraiment la peine de traverser le Sahara et la Méditerranée pour prendre part à cet intéressant débat. Je n'ai qu'un seul regret, c'est que cela se passe en ce moment précis où les Congolais sont confrontés à une somme de défis majeurs, urgents, existentiels, qui ne leur laisseront probablement pas le temps ni le loisir de se passionner pour cet exercice, notre exercice d'éloquence. Mais qu'à cela ne tienne. Mesdames et Messieurs, avec ce qui a été dit, bien dit par ceux qui m'ont précédé, logiquement, la Belgique ne pourrait que présenter ses regrets et donc faire amende honorable, car ces réalisations ne compensent en rien les torts et les crimes commis. Surtout si l'on ne perd pas de vue que, contrairement aux autres pays africains, le Congo belge avait financé lui-même sa propre colonisation, suivant les prescrits sacrés de la charge coloniale. Évoquer tout cela, croyez-le bien, c'est confirmer que le deuil colonial belgo-congolais n'est pas encore terminé, même si, à cause des difficultés présentes, on arrive à idéaliser le passé colonial. On ne met pas fin à un deuil par décret, mais on peut aider à y mettre un terme. Voilà pourquoi s'excuser signifierait bien des choses. S'excuser emprunte aussi le langage des faits et des comportements dans la perspective du futur. Parlons d'abord de la situation des Belges d'origine africaine et congolaise, qu'il s'agisse des afro-descendants, ceux qu'on qualifiait naguère de mulâtres, ou de ces Africains pur jus, comme on dirait à Québec, qui ont choisi d'être belges. Ils ont beau être d'origine lointaine, sans aucune chance de filiation avec Vercingétorix, ils ne sont pas moins belges. Pourtant, ils ressentent et vivent une grande marginalisation mémorielle. Les noms de rues et de places publiques sont étrangement muets
à leur sujet. Le spectacle des monuments rend compte exclusivement de l'histoire des prétendus vainqueurs au détriment des soi-disant vaincus. La mémoire nationale belge tarde à immortaliser des grands noms africains pourtant de notoriété internationale, comme Simon Kimbangu, Joseph Malula, Patrice Lumumba, Joseph Kasavubu, Panda Farnana et bien d'autres. Quelle place réserve-t-on finalement à l'enseignement de cette histoire que nous avons en partage? La mémoire du Congo, notre patrimoine commun, a-t-elle encore un avenir ici, auprès des jeunes? Un autre chapitre est celui du pillage des ressources naturelles du Congo. Il n'a cessé de s'étendre dans le temps et dans l'espace. Il se pratique désormais impunément, publiquement, avec des méthodes autrement plus efficaces et plus prédatrices. Le Congo, c'est le paradis des multinationales qui se comportent en terrain conquis, escortés de leurs intermédiaires locaux, intermédiaires qui se recrutent, hier comme aujourd'hui, même parmi les dirigeants du pays. Mais rien d'étonnant cela. N'aurait-il pas appris à la bonne école, puisqu'il ne se gêne pas de reproduire le modèle colonial qui veut que le Congo soit et demeure la propriété privée de quelques privilégiés? La population n'aurait droit qu'à des miettes. La conscience d'une histoire contemporaine en partage ne peut-elle pas nous conduire à la constitution d'un front commun, comme à la table ronde en 1960, mais cette fois-ci un front commun belgo-congolais pour lutter contre ce vandalisme à ciel ouvert? Mais ici se pose une question préalable. La Belgique n'est-elle pas elle-même complice, pour ne pas dire actrice, de ce complot économique à la base de tant de violence au Congo? Mesdames et messieurs, s'excuser reviendrait donc à inventer de nouvelles solidarités, tisser de nouveaux liens. Je pense et je suis convaincu que c'est possible. C'est pour ça que je me suis permis de me déplacer et je vous en remercie. Je suis évidemment, comme vous tous, sensible à la dignité avec laquelle l'historien a présenté les choses. Je voudrais pour ma part, rappeler qu'au moment de l'indépendance, l'alphabétisation au Congo était supérieure à celle de la Grèce. Donc on ne vient pas dire que c'était secondaire et lié à des considérations locales. Elle était supérieure à ce qui se passait en Grèce. Deuxième considération extrêmement importante. Il est évident que ce qui s'est passé après le 30 juin 1960 a fait en sorte qu'aujourd'hui, la situation congolaise est plus mauvaise que celle qui existait au 30 juin 1960. C'est une constatation que je fais avec tristesse. J'ai eu le privilège de servir des grands ministres dont la préoccupation fondamentale a été de voir comment nous pouvions aider la République indépendante du Congo en fonction de ses propres choix de se développer et de trouver véritablement le pouvoir sur son pays. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, le pouvoir sur son pays. Et parmi les choses que nous ne sommes pas parvenus à faire, sont celles-là. Par moments, ça a marché, mais ça n'a pas marché dans la continuité. Lorsque j'étais à Léopoldville, parce que ça s'appelait encore Léopoldville, il n'y a donc aucun manque de respect, à Léopoldville, au 30 juin 60, j'étais là pour préparer avec le gouvernement congolais le traité d'amitié entre la Belgique et le Congo, qui était fondé, le premier principe était fondé sur l'égalité des peuples
et l'égalité des États, et de manière à déterminer comment faire en sorte que l'œuvre inachevée que nous avions laissée pouvait s'achever dans le succès des populations et de l'État. Parmi mes regrets, c'est que malgré des efforts continus, nous ne sommes pas parvenus à créer ce lien durable dans lequel le passé, avec ce qu'il avait de bon, nous encourageait à réussir l'avenir, et avec ce qu'il avait de moins bon, nous amenait à corriger le tir. Et maintenant, s'excuser. Tout à l'heure, l'étudiant, dont je respecte les opinions, a dit « Quand j'étais petit, on me demandait de m'excuser ». Je me rappelle encore quand j'étais petit, ce qui est un bel effort de mémoire. Mais je me rappelle encore. Et pourquoi est-ce que je m'excusais? Parce qu'avec ça, après, j'avais la paix. Oui, je m'excuse, je ne le ferai plus. Pouf! Tournez la page, tranquillement, la vie continue. S'excuser est la chose facile. Assumer et essayer de définir ensemble l'avenir est la chose difficile. C'est celle à laquelle je crois. Monsieur le Président, chers amis, Monsieur le Comte, il est possible d'établir des relations dans la durée, de bonnes relations entre la Belgique et le Congo. Mais commençons par ne pas défendre l'indéfendable. Léopold II, vous aviez dit tout à l'heure, a mis fin à l'esclavagisme. Mais c'était aussi pour conquérir l'espace, chasser les concurrents et surtout confisquer l'ivoire qui était détenu par les autres. Léopold II a combattu les épidémies, mais dans ces épidémies, la plupart ont été introduites par ses propres auxiliaires, les Zanzibaristes, les Ouest-Africains, qu'il a fait venir au Congo. Sans son intervention, on n'aurait pas eu ces épidémies, on n'aurait pas eu des maladies vénériennes qu'on a eues à ces moments-là qui ont créé énormément de dégâts à l'Équateur. Si on a pu remettre le territoire sous mandat du Rwanda et du Burundi actuel à la Belgique, fort heureusement grâce aux victoires de la force publique. Son intervention, la grande victoire de Tabora, sous le commandement du général Tombeur, avec des troupes congolaises et des porteurs nombreux congolais qui sont morts. Je pense qu'il serait significatif qu'il y ait des excuses. Et ces excuses éventuelles pourraient s'accompagner d'un signal fort qui puisse s'inscrire dans la durée, dans la mémoire des générations montantes, comme le symbole de la clôture du deuil colonial, comme le symbole de la rupture avec ce passé controversé et comme symbole de son dépassement. Enjamber de manière volontariste la distance qui sépare l'ancienne métropole et son ancienne colonie, plus d'un siècle après la rupture d'indépendance, c'est parfaitement possible. Et j'y ai foi. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous les deux. Alors le Congo belge, assumer ou s'excuser, vous venez d'entendre les derniers orateurs sur le sujet. Je vais demander au public de ressortir, mais pas pour la dernière fois, son smartphone et de voter pour l'un des deux orateurs. Donc pas pour un camp ou l'autre, ce n'est pas encore le vote définitif, c'est pour un orateur ou l'autre. Je vais lui demander de sortir son smartphone. Pendant ce temps-là, moment de réflexion. Bruno, vous trouvez que c'est un peu binaire
s'excuser ou assumer, vous avez trouvé une troisième voie. Une troisième voie, parce que j'ai écouté les orateurs, et c'est vrai que l'étudiant nous disait qu'il fallait d'abord s'assumer pour s'excuser. D'autres ont l'impression que c'était l'inverse, s'excuser puis s'assumer. Il y a une autre voie qui est possible, parce que ça tangue de position à l'autre, ça tangue. Je sais qu'au Congo, il n'y a qu'à tanguer, mais une autre voie est encore possible. Pourquoi? Eh bien, il y a un héritage en commun entre le Congo et la Belgique qui est formidable. Alors on peut s'interroger, c'est quoi cet héritage? C'est vrai, du Congo, qu'est-ce que la Belgique a gardé? Et de la Belgique, qu'est-ce que l'Afrique a d'elle? Eh bien, je vous laisse 3 secondes. Hein. C'est la notion de temps. Le temps, c'est quoi le temps? Eh bien, regardez, au Congo, le temps qu'ils mettent, que le gouvernement met pour lancer les élections, reporté de mois en mois, et comment en Belgique, le temps qu'on a pris pour former un gouvernement, 541 jours, le temps qu'on met chez nous pour avoir un RER, un stade national qu'on n'aura peut-être jamais. Bref, le temps distendu, le temps distordu, c'est peut-être quelque chose qui est un héritage. Alors qu'il a légué à l'autre, la Belgique au Congo, le Congo à la Belgique, en tout cas, cette notion de temps est forte. Alors, elle est bien, elle va nous aider. Quand je vois aujourd'hui que c'est un peu le procès de Léopold II, hein, aujourd'hui il passe un véritable examen que j'appellerais une colonscopie. Une colonscopie. Et franchement, je trouve que pratiquer un toucher rectal à quelqu'un qui est mort il y a plus de 100 ans, est-ce bien raisonnable? De nouveau, une notion de temps distordue et distendue. Alors, la troisième voie que je vous propose, c'est celle-ci, c'est de prendre son temps. En fait, on devrait faire un autre tournoi. Et la question serait, faut-il s'excuser d'assumer ou assumer ses excuses? Vous voyez? Comme ça, on aurait bien le temps de répondre à la question, parce que maintenant, c'est vous qui allez voter. Alors, vous qui allez voter et choisir, eh bien, je propose, pour voter, de bien retenir, d'avoir en tête ce proverbe africain que j'adore, qui veut un bébé coûte que coûte, épouse une femme enceinte. Il ne faut pas se précipiter, il faut bien prendre son temps, on va bien prendre son temps. Ils ont encore un peu de temps, les gens, hein, je crois, pour voter. Un peu de temps, on aura entre autres des questions du public pour laisser un peu de temps. Oui, c'est ça, voilà. On passe à ça maintenant, aux questions. Hein. On passe presque aux questions. On a d'abord les résultats de cette dernière manche, les chiffres qui viennent de m'arriver dans l'oreille. Le camp Étienne Davignon, 55%. Félicitations. Monsieur Ndaiwel, 45%. Félicitations, merci beaucoup à vous deux. À l'issue de ce tournoi, il est temps de passer aux questions du public. C'est un débat qui peut soulever quelques questions. On a prévu un moment pour ça. On a un micro. Au bout du micro, on a Bruno Koppen. C'est magnifique. Pendant ce temps-là, dans la salle, et c'est vraiment la dernière fois qu'on va vous demander de voter, mais cette fois-ci, ce n'est pas un vote pour un orateur ou l'autre, c'est le vote pour une équipe entière. Il faut que monsieur mime en même temps que moi, c'est gentil. Idéalement, c'est un peu l'idée d'un tournoi d'éloquence, c'est de voter pour l'exercice de style plus que votre position initiale. Maintenant, je ne suis pas dans votre tête, mais je vous demanderai de jouer le jeu et donc de voter pour une équipe ou l'autre. Quelques moments de réflexion avec les questions du public. Bruno, je vous laisse prendre les questions. Oui. Alors, une question. Levez un peu les doigts, votre doigt, ceux qui veulent poser une question. Voilà. Ben, écoutez, monsieur, oui, au bout de la rangée. Je vais vous tendre... Attendez, je passe par ici. Quel est votre prénom? Hamza. Hamza. Alors, mettez-vous debout si vous voulez bien que tout le monde vous voit. Et à quelle personnalité voulez-vous poser votre question? Au professeur Etamballé. Okay. Allez-y. Voilà, mais juste une question. Je m'adresse doublement à l'historien et au citoyen que vous êtes. Dans votre argumentaire, vous avez mentionné l'exemple de l'archiviste qui avait, entre guillemets, un tableau de Léopold II en célébrant, entre guillemets, le bilan nuancé et en comparant la situation économique d'antan et d'aujourd'hui. Mais là, ma question, j'ai envie de vous dire, n'est-ce pas, en tant qu'historien, faire preuve d'anachronisme en argumentant, j'étais un petit peu perplexe. Voilà. Non, tout ce que j'ai fait, c'est de donner quelques exemples pour prouver qu'il y a non seulement des intellectuels, mais il y a aussi la base. Il y a les simples citoyens, les simples villageois. Et en tant qu'historien professionnel, je dois vous dire qu'en fait, il existe 3 vecteurs de l'histoire. Il y a l'État, il y a les églises, les religions, et puis
il y a assez souvent les grandes sociétés qui font l'histoire, qui font écrire l'histoire. Malheureusement, au Congo, actuellement, les trois, on ne les voit presque pas dans les débats historiques. Okay. Merci beaucoup, on peut applaudir et la question et la réponse. Alors écoutez, je vais prendre... oui, mademoiselle, voulez-vous lever s'il vous plaît? Merci, votre prénom? Bonjour, je m'appelle Tania. Ma question s'adresse au professeur Kalamba. Je voudrais savoir, peut-on espérer ou comment obtenir une reconnaissance des massacres commis par la colonisation de Léopold II au Congo, une reconnaissance à titre de crime contre l'humanité? Est-ce que c'est possible? Merci pour la question, c'est une très très grande question. Je pourrais juste vous répondre qu'il faut laisser à l'histoire pouvoir réécrire cette histoire dans un premier temps, puisque l'histoire telle que nous la connaissons aussi bien ici en Belgique qu'au Congo, c'est deux histoires qui sont différentes et c'est pas la même histoire. Déjà commencer par écrire cette même histoire entre ce qui s'est passé pendant l'État indépendant du Congo et ce qui s'est passé pendant ce temps-là et ici tel que c'est enseigné et tel que c'est enseigné au niveau du Congo, d'arriver déjà au moins à une lecture commune, on pourrait déjà faire un grand pas avant d'arriver d'abord dans un second temps à penser à une reconnaissance historique sur un crime contre l'humanité ou pas. Le débat sur le crime contre l'humanité a déjà fait couler beaucoup d'encre auprès des historiens, auprès des politiciens, auprès des géographes, auprès de tout le monde, auprès des politologues, pour arriver à savoir comment arriver à décrire la colonisation. Et de plus en plus, on admet que la colonisation est un crime contre l'humanité. Merci beaucoup. On peut l'applaudir aussi pour la réponse et pour la question. Alors une troisième question, peut-être? Oui, mademoiselle, voulez-vous lever? Inès. Ma question s'adresse à Monsieur d'Avignon. Pourriez-vous nous dire quel regard vous portez sur Patrice Lumumba, sachant que vous travaillez à l'époque au ministère des Affaires étrangères et qu'on vous dit impliqué dans son assassinat? Alors, je l'ai bien connu. Je l'ai connu à la table ronde. La table ronde a été un moment très, très important parce que une génération de Congolais et une génération de Belges ont fait connaissance. Ce n'étaient pas ceux qui avaient la responsabilité de la colonie, c'était ceux qui travaillaient en Belgique. Et il y avait une représentation congolaise qu'il a été difficile de mettre au point parce qu'il n'y avait pas eu d'élection, il n'y avait pas de légitimité, mais on a fait pour un mieux pour prendre tous ceux qui étaient significatifs, des chefs coutumiers à ceux qui dirigeaient les moments politiques. Et j'ai été frappé par l'intelligence de Patrice Lumumba, par le fait qu'il avait un charisme important, qu'il impressionnait autant ses compatriotes que ses interlocuteurs. Et ça va se jouer tout au long de sa période. Est-ce qu'il était intellectuellement ou idéologiquement marqué? La réponse est non. C'était un nationaliste, désireux de voir son pays se développer et intéressé parmi les seuls dirigeants de l'époque sur l'ensemble du Congo. Il n'était pas régionaliste, il venait de sa région où il était bien implanté, mais il se préoccupait de l'ensemble. Et puis il s'est passé un grand malheur. Le grand malheur a été que dans le processus d'indépendance, on ne s'était pas préoccupé de manière convenable de la force publique. Partout dans les autres domaines, que ça aille de l'université à l'administration et évidemment à la direction politique, il y avait un changement radical entre le 30 juin et le 1er juillet. Ce n'étaient plus les directeurs généraux qui étaient compétents, c'était les ministres. Les ministres avaient des cabinets, il y avait des collaborateurs. De la même chose dans tous les autres domaines. Dans la force publique, tout restait identique entre le 30 juin et le 1er juillet. Et donc, il y a eu une mutinerie de la force publique.
Et je dois vous dire, parce que j'en garde le souvenir, la Belgique avait mis en place une ambassade au Congo sans aucune collaboration de l'administration coloniale. Donc je dis souvent, on a ouvert des ambassades dans des pays inconnus de manière beaucoup plus efficace qu'on l'a fait au Congo, où on était là depuis quelques années quand même. Donc il n'y avait pas de logement pour l'ambassadeur, on avait une petite villa qui se faisait qu'elle était juste en face du palais du gouverneur qu'occupait le Premier ministre. Et on a vu arriver le matin, tôt le matin, parce qu'on se lève tôt le matin, des soldats de la force publique, non armés, mais qui brandissaient leur ceinturon. Et on a évidemment cru que la manifestation était contre nous, donc contre la présence belge, contre l'ancien colonisateur. La manifestation était contre le ministre de la Défense, Premier ministre, Patrice Lumumba, parce qu'eux, on ne leur avait pas reconnu une situation nouvelle. Et cet événement-là a bouleversé la situation au Congo de manière absolue. D'une part, depuis cette date, le Congo se cherche une force responsable militaire, et on n'y est toujours pas aujourd'hui. Et une fois que l'instabilité se met en place, on vient de le vivre à Bruxelles, quand il n'y a plus de sécurité, ceux qui veulent profiter de l'insécurité en profitent. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'essayer de prendre ce qu'on ne vous a pas donné. Et donc il y a des incidents. Et à ce moment-là, Bruxelles prend peur devant les incidents et décide d'envoyer les forces militaires au Congo, ce qui apparaît comme une réoccupation militaire d'une puissance indépendante. Et ça a été une rupture. Vous avez cité le discours de Lumumba, ce que vous avez oublié, mais le débat est terminé, donc je peux vous taquiner maintenant, c'est qu'il a fait ce discours-là, si mon souvenir est bon, à 10h30, et à 2h, il a fait un autre discours dans lequel il remerciait la colonie pour ce qu'elle lui avait apporté. Ce qui montre bien ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a deux réalités qui ont coexisté. Une réalité que l'on ne peut pas supporter et une réalité qui a eu des éléments positifs. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, au fur et à mesure où les sentiments font place à la réflexion et à la maturité, on déterminera historiquement, sur la base des faits, qu'est-ce qui était acceptable et qu'est-ce qui ne l'était pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la réponse et pour la question. Allez, encore une dernière question. Oui, mademoiselle, veuillez vous lever s'il vous plaît. Merci, c'est gentil. Bonsoir, je m'appelle Raïssa et moi j'ai une question pour Monsieur Naïwel. D'abord, merci de vous être déplacé, merci pour votre intervention. Ma question est la suivante. Dans votre discours, vous avez évoqué les multinationales. Mais moi, je me pose les mêmes questions pour les ONG. Et plus particulièrement, je voudrais plus savoir si, finalement, tout ce qui est coopération au développement serait soit des excuses déguisées ou alors une planque pour expatriés qui n'apporte rien à l'État congolais et coûte cher à l'État belge. Merci bien. Nous sommes effectivement dans une situation quelque peu confuse s'agissant des interventions extérieures, que ce soit des interventions sous déguisement économique ou encore sous des déguisements quelquefois faussement humanitaires. Donc, dans une pareille situation, on aurait pu imaginer que lorsque le pays, la population connaît un certain désarroi, que la population ait un coup de main. Et ce n'est pas à ce moment qu'il faut tenir le discours de leur dire, vous savez, la colonisation était meilleure. Naturellement, ils y adhéreront, d'autant plus que
une population aussi jeune n'a pratiquement pas connu la colonisation. Et lorsqu'on est dans des difficultés, on est porté à idéaliser toutes sortes de choses, particulièrement le passé et le passé lointain. Il n'y a que quelques vétérans qui peuvent se rappeler ce qu'a été la chicotte, ce qui a été tout ce que notre jeune Amine a rappelé, car il y a des gens qui existent, qui le savent et qui s'en souviennent. Et donc, la population congolaise n'est pas aussi amnésique qu'on le croit. La preuve est que, de manière saisonnière, des crises éclatent, des discours quelque peu incendiaires réapparaissent lorsqu'il est question de la Belgique et du Congo. C'est bien le signe qu'on n'est pas amnésique et qu'il y a toujours en mémoire quelque chose qui ne passe pas. Voilà pourquoi il faut réfléchir sur la manière de mettre un terme à cela et d'amorcer une autre histoire entre le Congo et la Belgique. Et j'ose imaginer que cette belle initiative de l'Académie peut être une opportunité pour amorcer cette nouvelle histoire. Je vous remercie. Merci beaucoup pour vos réponses, merci pour vos questions. Il reste évidemment beaucoup de questions, dont certaines sans réponse. On n'y répondra pas ce soir. Au terme de ce tournoi et d'un argumentaire en 3 temps, il y a un seul vote, le vôtre. Merci d'avoir voté. In fine, quelle équipe a emporté vos votes? On me dit dans l'oreillette 55% pour l'équipe assumée. Bravo. Bravo à tous. Merci. Visiblement, le résultat ne vous a pas plu parce que les votes continuent. Nous sommes à 53% pour l'équipe assumée. Arrêtez parce que sinon ils vont perdre. 53% pour l'équipe assumée, donc on est presque à du 50-50. 47 ? Ah, 47 pour s'excuser. Ils me disent des choses dans l'oreillette, ça me déstabilise. Donc 47% pour s'excuser, 53% pour assumer. Bravo à tous nos intervenants. Merci beaucoup. Merci de vous être déplacés jusqu'ici. Dans quelques instants, je demanderai au public de sortir par la porte correspondant à l'équipe pour laquelle il a voté. Pas tout de suite. La dernière fois, je l'ai dit trop tôt. J'ai failli mourir écrasée par le public. Donc, on va attendre un petit peu de temps. Je vous ferai signe quand ce sera le moment. Monsieur Cheffneux, c'était votre premier tournoi en tant que hôte. Ça va? Ça s'est bien passé? Très bien. Je crois que nos objectifs ont été atteints. On a assisté à un débat intense, respectueux et argumenté. C'est bien quand on ne se coupe pas aussi. Et j'espère que ce débat aura permis aussi aux spectateurs de se forger une opinion personnelle. Et moi, j'ai fortement ressenti finalement les liens qui unissent le Congo et la Belgique, des liens parfois douloureux, mais toujours intenses. Et si je peux, je dirais, risquer une conclusion personnelle, mais qui corrobore finalement à la fin du débat, c'est que nous devons maintenant nous tourner vers l'avenir. Que la Belgique doit assumer effectivement une responsabilité vis-à-vis du Congo, en contribuant au développement harmonieux de ce pays qui est riche de possibilités, ainsi que du reste de l'Afrique. Et je voudrais terminer en remerciant très très chaleureusement tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce débat, essentiellement évidemment les orateurs, avec un merci tout particulier pour nos 2 étudiants, un grand merci à Bruno et à Florence, évidemment, pour avoir animé ce débat de manière efficace et avec humour. Hein. Et maintenant, mais je pense qu'on va pouvoir vous laisser... Non, attendez, ils vont m'écraser, j'ai pas fini. Attends, vas-y, Florence. Et en effet, les étudiants à Minevasti, ce sont les ambassadeurs du MIEC, le mouvement des institutions et des écoles citoyennes. On voudrait remercier ce soir Bruno Dorbet et Mona Gandibleu. Ce sont 2 enseignants, je pense que vous ne direz pas le contraire, absolument hors du commun. Ce sont eux qui vous ont donné l'amour de la joute verbale. Merci Mona qui est ici ce soir. Cette émission, quelqu'un l'aurait adorée. C'est Frédéric François, un ancien journaliste de la RTBF qui est décédé récemment. On le connaissait comme présentateur du journal télévisé. Il était aussi, peut-être même surtout, un grand reporter spécialisé
spécialiste du Congo. C'était un intervieweur absolument incroyable. Il était féroce parce qu'il était précis, mais il était toujours respectueux. On aurait aimé qu'il soit avec nous ce soir et on pense très fort à sa famille. Il y aura d'autres tournois de l'Académie. On ne sait pas encore sur quel sujet, on y travaille. Vous, derrière votre écran, en attendant, vous pouvez revoir cette émission sur le site Ovio de la RTBF, mais aussi en radio, pas la voir évidemment, mais le samedi 16 novembre, Fabienne Van der Merch abordera ce sujet dans son émission Les Éclaireurs. Ce sera à 15h sur la première. Monsieur Chefneau, merci beaucoup, c'était un plaisir. Bruno, merci, c'était un plaisir aussi. Cher public, je vous invite maintenant à sortir par la porte qui correspond à l'équipe pour laquelle vous avez voté. Merci à vous qui nous regardez et bonne fin de soirée sur la 3. Bonne soirée à tous.